Bonjour, chers amis, chers collègues. C'est un plaisir ce soir, malgré quelques petits problèmes techniques, de vous accueillir pour ce 6e webinaire conjoint SFN ANLLF ANAINF. Et ce soir, sur le thème de l'épilepsie, c'est Sophie Dupont, notre chef d'orchestre, le professeur Sophie Dupont, en neurologie à la Pitié-Salpêtrière, qui va vous présenter les intervenants et le programme. Sophie, je te laisse la main. Merci beaucoup, Céline. Moi, je suis ravie de vous accueillir à ce nouveau webinaire de la Société française de neurologie. Et je suis ravie également d'accueillir en fait un panel d'experts en épilepsie qui vont discuter avec nous de cas cliniques passionnants. Après que j'ai fait un petit topo pas trop long sur les recommandations actuelles dans la grossesse. Donc, je suis très heureuse et très fière d'accueillir le docteur Ziad Elias, qui est neurologue et qui est l'actuel et tout nouveau président de l'Association des neurologues libéraux de langue française. Je suis également très contente d'accueillir le docteur Claire Dussault, qui est également neurologue épileptologue et qui travaille donc à Clamart. Le docteur Laurent Vercueil, qui est épileptologue au CHU de Grenoble, et le docteur Louis Cousin, dont je squatte le bureau parce que j'avais un problème technique, qui est épileptologue ici dans l'unité d'épileptologie de la Salpêtrière. Donc, si ça vous va, sans plus attendre, on va donc commencer donc, la présentation. Et je vais donc, voilà, afficher, si tout va bien, mon écran. Est-ce que vous le voyez? On le voit bien. Je pense que tu peux te mettre en plein écran et j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, vous avez un onglet questions et nous essaierons dans la mesure du possible avec le temps qu'on a d'y répondre au fur et à mesure des présentations. Voilà, tu peux. Merci. On coupe nos micros. Céline. Alors, normalement, je dois être en plein écran. Enfin, moi, ça apparaît comme tel, en tout cas. Voilà. Si c'est bon pour vous, je vais démarrer. Donc, je vais démarrer, en fait, par ce qu'on recommande actuellement dans la gestion de la grossesse. Et puis, ensuite, on verra un petit peu les écarts entre ce que je vais vous dire, la théorie, et puis la pratique, les cas cliniques réels en deuxième partie de webinaire. Donc, mes liens d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, il va y avoir vraiment plusieurs points à considérer quand une jeune femme… Excuse-moi, Sophie, les diapos passent pas. Je me demande. On n'a pas le plein écran, en fait. On n'a pas le plein écran. On a juste la présentation. Est-ce que dans le partage, il y a une sélection à faire? Peut-être faut départager. Est-ce que si d'abord, ouais. Et attends, et décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Là, c'est en mode présentateur. Ouais. Donc, ça va pas. Là, si j'affiche, donc là, vous ne voyez rien. Alors là, tu es en mode présentateur. Non. Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, je vois. En fait, c'est parce qu'il y a deux écrans et donc il y en a un. Je ne sais pas s'il y a un moyen ou pas de. Je suis vraiment désolée pour ces problèmes techniques. Il y a. Mettre en plein écran. Peut-être en mettant pas plein écran, justement, ça marche peut-être mieux. Alors, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, vous me voyez en plein écran? Pas encore, en tout cas. Alors, je refais. Ah, voilà, c'est tout bon. Attendez, je vais transférer. Ah, bon, alors, j'ai pas… Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui, voilà. On y est? Allez, alléluia. Très bien. Alors, on est parti. Donc, sur, en fait, ce programme de la soirée. Donc, programmer la grossesse, la surveiller, gérer le postpartum, et puis on verra ensuite dans la vraie vie que peut-être tout ce que je vous ai dit n'est pas toujours aussi simple. Alors, programmer la grossesse, avant tout, on va en parler brièvement, mais ça veut dire maîtriser la contraception, c'est une évidence. Ça veut dire aussi se donner le temps d'optimiser le traitement antiépileptique, de mettre en route les traitements préconceptionnels dès qu'on jugera que le temps de la grossesse est venu, et puis de décider bien avant les modalités du suivi de grossesse, notamment gynécologique, et on verra tout ça a un bénéfice réel démontré par la littérature.
Alors, maîtriser la contraception, ça a l'air évident, mais vous voyez ici des enquêtes qui montrent que eh bien, presque 2/3 des patientes épileptiques américaines qui prennent un traitement inducteur enzymatique, donc qui modifie l'efficacité de leur contraception, ne le savent pas, et que toujours aux États-Unis, une grossesse non programmée sur 4 est en fait liée à une inefficacité de la méthode contraceptive chez des patientes qui prennent une contraception. Globalement, le grand message ici, c'est qu'il faut faire attention aux inducteurs enzymatiques qui vont diminuer l'efficacité de la contraception œstroprogestative ou progestative, quel que soit son dosage. Alors, vous avez ici dans la colonne orange les médicaments antiépileptiques inducteurs. En tout premier lieu, la carbamazépine. Également, donc, ces dérivés un petit peu, même si ce n'est pas tout à fait la même mécanistique, les slicarbazépine et l'oxcarbazépine, donc le Tegretol, le Trileptal et le Zevinix. Également, attention avec le Cenobamate, nouveau médicament qui vient de sortir et qui a un effet inducteur sur la pilule œstroprogestative. Avec le Felbamate Taloxa qui est employé dans l'Lennox-Gastaut, qui est un inhibiteur enzymatique qui devient faiblement inducteur pour la pilule. Attention avec les vieilles molécules, le phénobarbital, la phénitoïne. Et puis également attention, vous le savez, avec le topiramate qui devient inducteur pour la pilule à partir de 200 mg, au-delà de 200 mg. Alors, quelle contraception pour une femme souffrant d'épilepsie? Eh bien, celle qui marche dans tous les cas, quels que soient les médicaments, inducteurs ou pas inducteurs, c'est le dispositif intra-utérin, qu'il soit au lévonorgestrel ou au cuivre, puisque le mécanisme, c'est l'inflammation de la muqueuse utérine. Les méthodes barrières aussi marchent. Le DMPA, on n'en fait plus parce que ça a trop d'effets secondaires. Par contre, donc, les méthodes contraceptives suivantes vont avoir leur efficacité modifiée en cas de prise d'un inducteur enzymatique. Donc, la contraception œstroprogestative, qu'elle soit orale, par patch ou par anneau, les microprogestatifs et même les macroprogestatifs, qui, vous le savez, de toute façon, ne sont plus tellement recommandés du fait peut-être du risque accru de méningiome. Et puis, ça, c'est plus embêtant, l'implant à l'étonorgestrel. Alors, ce temps de la programmation, c'est avant tout un temps d'optimisation du traitement antiépileptique. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est pas de grossesse sous valproate et également pas de grossesse sous topiramate. On va voir les autres et puis on verra aussi les polythérapies parce que parfois, on n'arrive pas en fait à revenir à une monothérapie avant de lancer la grossesse. Alors globalement, le valproate de sodium, vous savez que depuis quelques années, on a un formulaire d'accord de soins qui doit être renouvelé tous les ans par le neurologue, le neuropédiatre ou le psychiatre et qui concerne juste les femmes en âge de procréer. Et si ce formulaire d'accord de soins n'est pas rempli par le neurologue et par la patiente, le pharmacien ne délivre pas le médicament. Alors pour quelles raisons ce formulaire d'accord de soins? Pour plein de raisons. D'une part, parce qu'il y a un risque tératogène qui est très dose dépendant. Vous voyez qu'au-delà d'1,5 g, on est à 26% de malformation. En fait, à 500 mg, vous voyez qu'on est à 4,3%, mais c'est quand même 2 fois la population générale. Il y a, et c'est encore plus embêtant, un risque neurodéveloppemental avec globalement à peu près 10 points de QI en moins. Là encore, une très forte dose dépendance. Et puis, il y a un risque autistique accru avec en fait un risque de trouble du spectre autistique multiplié par 3 et un risque d'autisme multiplié par 5. Tout ça fait que, bien entendu, la valproate de sodium est contre-indiquée pendant la grossesse. C'est maintenant aussi, vous le savez, le cas du topiramate, l'Epitomax, qui maintenant a également depuis donc quelques semaines un formulaire annuel d'accord de soins qui doit de la même façon être rempli par le neurologue, la patiente, pour obtenir le médicament à la pharmacie. Le médecin donc dit qu'il n'a pas d'autre choix que de prescrire du topiramate. Il dit si c'est dans le cadre de la migraine ou de l'épilepsie. Et la patiente, de son côté, dit qu'elle a bien reçu l'information et qu'elle s'engage en fait à ne pas être enceinte et à avoir une contraception efficace. Alors pourquoi? Concernant la tératogénicité, on sait depuis de nombreuses années que le topiramate est tératogène, pas avec les mêmes chiffres que le valproate, mais on sait qu'il y avait quand même un taux anormalement élevé de phenthylabiopalatine et d'hypospadias. Tout récemment est sortie une étude danoise qui montre que le topiramate pris en monothérapie pendant la grossesse est assorti d'un risque de troubles neurodéveloppemental et d'autisme qui est aussi élevé que celui en fait du valproate de sodium. Donc globalement,
ça veut dire pas de topiramate pendant la grossesse. Alors, pour les autres médicaments, vous connaissez tous ce rapport de l'ANSM, avec donc des médicaments qui, pour la tératogénicité, a priori, semblent plutôt sécuritaires. Et vous voyez ici ces données comparatives des 3 grands registres prospectifs de grossesse qui nous donnent en fait pas mal de renseignements, EURAP, le registre nord-américain et le registre anglais. Et vous voyez qu'effectivement, les taux de malformation sont bas avec ces 3 médicaments. Juste pour l'oxcarbazépine, on a quand même peu de grossesse exposée, et donc un moindre recul par rapport à la lamotrigine et même actuellement le lévétiracétam. On retrouvait ici pour la tératogénicité donc les autres médicaments qui n'étaient pas forcément bien profilés. La carbamazépine a noté qu'il y a un risque augmenté, mais qui est là aussi très dose dépendant, mais que pour des faibles doses, on est en fait sur la population générale. Récemment, donc l'article dont je vous ai parlé pour le topiramate, qui était une cohorte de 25 000 enfants dont les mamans avaient pris des médicaments antiépileptiques, certaines pour épilepsie, d'autres pour d'autres indications, montre avant tout, c'est le grand résultat, que le topiramate a le même risque neurodéveloppemental, d'autisme que le valproate. Mais il montre également que les données sont rassurantes pour les autres. Et ça, c'est plutôt bien. Hein. Quand on voit ici donc, les autres médicaments pris en monothérapie, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de risque a priori accru d'autisme ou de déficit intellectuel ou d'autres types de troubles neurodéveloppementaux, avec donc, vous voyez, en fait, donc, des données qui nous rassurent. Et donc, la question qui vient après, c'est OK, mais tout ça, c'est en monothérapie. Mais quand on donne 2, voire 3 médicaments, que se passe-t-il? Alors, il y a quand même quelques données également de la littérature par rapport à ça. On sait que concernant la tératogénicité, les polythérapies qui associent du valproate ici en rouge ou du topiramate ici en vert semblent plus à risque donc tératogène. Par contre, une association qui pourrait nous intéresser parce que, a priori, donc sécure en monothérapie, c'est l'association Lamictal-Keppra, lamotrigine lévétiracétam, qui ne semble pas augmenter le risque de malformation fœtale. Quand on regarde les associations concernant cette fois-ci donc le risque neurodéveloppemental et autistique, eh bien, on retrouve en fait une sécurité de cette association Lamictal-Keppra. On voit que, par contre, les associations qui comportent soit du valproate, soit du topiramate sont également à risque neurodéveloppemental accru. Et attention, un petit bémol sur 2 associations, lamotrigine oxcarbazépine et lévétiracétam carbamazépine, qui pourraient aussi induire un risque accru neurodéveloppemental et d'autisme. Mais pour l'instant, à garder un petit peu en tête que le nombre de femmes exposées à ces bithérapies est faible et donc ça demande peut-être quand même à être confirmé dans l'avenir. Alors, l'autre chose, c'est que quand vraiment le désir de grossesse est affirmé, que le traitement est bien équilibré et a été réduit ou changé pour les bonnes molécules, la question qui revient toujours, c'est faut-il mettre en préconceptionnel des folates? La réponse est oui. Peut-être pas pour diminuer le risque de spina bifida comme on le pensait depuis des années, puisque pour cela, les données de la littérature sont relativement controversées, mais très certainement pour améliorer la cognition. Ça a été montré chez des jeunes femmes qui ne souffraient pas de maladie et chez des jeunes femmes qui souffraient d'épilepsie. Donc, globalement, il est recommandé de donner des folates en préconceptionnel et peut-être même éventuellement pendant toute la grossesse, puisque ça semble influencer positivement la cognition et qu'on sait que la maturation cérébrale se fait sur toute la période embryonnaire. Ce qui reste encore incertain, c'est la dose. 5 mg, c'est ce qu'on fait, ou 0,4 mg, ce que font les gynécologues. Alors ensuite, pour les modalités de suivi, si l'épilepsie est stable, bien équilibrée, il n'y a pas de recommandation particulière. Si on est dans un cas un peu complexe, on recommandera une maternité de niveau 2 et idéalement dans un hôpital qui a un service de neurologie. La première consultation en obstétrique devra se faire au plus tard à 12 semaines d'aménorrhée avec une échographie. Et vous voyez ici que, quand on fait tout ça bien, quand on programme la grossesse, c'est bénéfique. On a beaucoup plus de grossesse avec les bons médicaments et pas de grossesse avec les mauvais médicaments. On a moins de prématurité, moins d'accouchement par césarienne et moins de malformations. Donc, il faut programmer la grossesse.
Ensuite, la grossesse, une fois qu'elle a démarré, il va falloir la surveiller, la gérer. Dans un premier temps, il va falloir, vous le savez, doser les médicaments antiépileptiques, dont les taux, pour la plupart des molécules, vont fortement diminuer tout au long de la grossesse. Et donc, il faudra peut-être, dans certains cas, même quand on voit que les taux diminuent trop par rapport au référentiel pré-grossesse, il faudra à ce moment-là augmenter préventivement les doses de médicaments antiépileptiques. Concernant la surveillance échographique, très certainement, il faudra privilégier la qualité à la quantité. Ça ne sert à rien de faire des échographies tous les 15 jours ou tous les mois. Il faut des échographies de très bonne qualité avec des échographistes qui connaissent bien la problématique et éventuellement de détection d'éventuelles malformations fétales. Bien sûr, ça dépendra aussi du nombre de médicaments, de la fréquence des crises et de leur éventuel facteur traumatisant qui pourrait amener à faire des échographies de contrôle, par exemple, pour écarter un décollement placentaire. Les modalités d'accouchement, là encore, vont dépendre de la situation clinique. S'il y a une situation simple, sans crise, monothérapie, il n'y a pas d'enjeu. On a envie de dire que, eh bien, il peut y avoir en fait un accouchement dans le service de proximité. Dans les situations plus complexes, il faut vraiment accoucher dans des hôpitaux avec donc un service de neurologie, le service d'obstétrique qui va bien et surtout en fait des ressources pédiatriques, c'est-à-dire un service de néonatologie où le bébé éventuellement pourra être surveillé. Comment? Par voie naturelle, en recommandant très fortement une péridurale. Si besoin, on peut parfois déclencher quand on a dépassé les 39 semaines d'aménorrhée. Il n'y aura pas de problème, ça dépend de la tolérance de la grossesse. On en arrive au postpartum avec tous ces points qu'on va voir ensemble brièvement, l'allaitement, la rééquilibration des traitements si on a augmenté fortement les posologies et le dépistage de la dépression. Alors, l'allaitement, en fait, c'est en fait déjà se poser la question de savoir quelles vont être en fait les concentrations plasmatiques de médicaments antiépileptiques si en fait la maman allaite. Alors, il va y avoir globalement en fait 3 classes de médicaments. Des médicaments qui vont avoir un très faible transfert dans le lait et donc qui auront en fait des taux plasmatiques chez le nouveau-né très très bas. C'est le cas donc de la phénitoïne, c'est le cas du phénobarbital, c'est le cas du valproate de sodium. Et donc, globalement, en fait, pour ces médicaments-là, de façon théorique, l'allaitement pourrait être autorisé. Ensuite, on a en fait des concentrations censées être intermédiaires pour des médicaments qui ont une faible liaison aux protéines et donc qui passent massivement dans le lait, mais qui ont une élimination très efficace chez le nouveau-né. C'est le cas par exemple du lévétiracétam ou de la gabapentine. Et puis, on a un risque en fait de passage dans le lait et de concentration plasmatique élevée pour des médicaments, notamment dont la dégradation hépatique est réduite chez le nouveau-né. C'est le cas de la lamotrigine et de l'oscarbazépine. Donc, vous voyez que globalement, à part le lévétiracétam, les données sont inversement proportionnelles aux données de tératogénicité. Les médicaments les moins recommandés pendant la grossesse sont les plus recommandés pour l'allaitement et ceux qui sont les plus recommandés pour la grossesse sont peut-être les moins recommandés pour l'allaitement. Mais ceci est quand même à relativiser car il y a une grande variabilité interindividuelle et quand on regarde les dosages chez le nouveau-né pour de vrai, on s'aperçoit déjà que 50% des médicaments sont en fait à la limite de la quantification. Et que même en fait quand on retrouve des traces dans l'organisme du bébé, dans son sang, généralement les taux sont très faibles. 2 exceptions, la lamotrigine et le zonisamide, qui eux peuvent avoir des concentrations plasmatiques relativement élevées chez le bébé, avec vous voyez beaucoup de variabilité en fonction en fait des enfants. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est si on donne en fait un peu de médicaments antiépileptiques par le lait au bébé, est-ce que ça peut avoir un effet délétère sur le développement cognitif? Le peu d'études qu'on a dans la littérature semble dire que non et qu'il n'y a aucun effet à long terme sur le développement cognitif des médicaments d'un allaitement d'une maman qui prendrait des médicaments antiépileptiques. Alors en pratique, quand est-ce qu'il faut conseiller l'allaitement? D'abord, quand il y a un très fort désir de la patiente d'allaiter, qui peut être un désir social, culturel, plutôt dans des cas de monothérapie, idéalement avec des doses moyennes ou faibles, surtout si c'est du lévétiracétam à dose faible ou intermédiaire, et puis aussi malgré tout si l'épilepsie est bien équilibrée, parce que si la patiente fait beaucoup de crises dans le postpartum, eh bien elle risque de faire des crises pendant qu'elle allaite son bébé, et donc elle risque en fait de le faire chuter.
Quand le déconseiller, très clairement dans les situations de polythérapie, il y en a. Chez les prématurés, parce qu'à ce moment-là, ils ont une immaturité hépatique qui font qu'il va y avoir une accumulation des médicaments. Peut-être sur des cas de lamotrigine à forte dose ou de zonisamide, sachant que le zonisamide n'est pas recommandé pour la grossesse. Et puis, malgré tout, dans des cas d'épilepsie très déséquilibrés, parce qu'il y a un double risque, celui en fait de mettre de la privation de sommeil du fait des allaitements nocturnes et de déséquilibrer encore plus l'épilepsie, et puis de faire des crises pendant l'allaitement. Songez toujours à rééquilibrer le traitement si jamais on a été obligé d'augmenter les doses pendant la grossesse. Vous voyez ici le cas du lévétiracétam et de la lamotrigine. Il va y avoir une chute constante pendant la grossesse et puis un rebond de concentration plasmatique dans les 15 jours qui suivent l'accouchement. Donc, faire très attention, si on a fortement augmenté les doses, il faudra les rediminuer après l'accouchement, sous peine d'avoir en fait un surdosage de la maman et de gâcher un petit peu sa période du postpartum. Et puis, ça, c'est également très important parce que ça va vraiment énormément influencer l'attachement de la maman au bébé et la qualité de vie de cette période qui est censée être la plus belle de sa vie, enfin, en tout cas, une des plus belles de sa vie. Il faut savoir que les femmes épileptiques dont la grossesse est très médicalisée, qui sont très anxieuses à l'idée, en fait, d'avoir un enfant qui pourrait avoir une malformation ou à l'idée de rentrer et de s'occuper de leur bébé alors qu'elles ont encore toujours une épilepsie active, elles sont très, très à risque de dépression du postpartum. Il faut donc dépister systématiquement cette dépression du postpartum et si elle survient, la traiter de façon efficace. Vous savez qu'on peut tout à fait traiter et donner des antidépresseurs à un patient ou une patiente souffrant d'épilepsie. Donc voilà, on a vu maintenant la théorie. Et ce que je vous propose maintenant avec Ziad, c'est de passer en fait à la vraie vie, donc de voir un petit peu ce qu'il en est et d'avoir à chaque fois une discussion collégiale de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, en fonction donc, des situations. Donc, Ziad, je te donne la main et puis on va essayer de tous réfléchir ensemble. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation à laquelle je vais essayer de m'attacher à montrer les limites que nous rencontrons en clinique. Alors, moi, j'ai une pratique en libéral, mais j'ai beaucoup d'activités en épilepsie. Donc, au départ, je me suis dit, je vais choisir des patients très intéressants. Et finalement, j'ai fait, une fois qu'on s'était mis d'accord avec Sophie de faire ce thème et de présenter en cas clinique, j'ai juste pris les 3 dernières semaines des patientes que j'ai rencontrées qui ont eu une histoire de grossesse ou pas, ou qui me posaient des questions et je me suis dit, tiens, ça colle bien avec le quotidien. Et je vais présenter ce que j'ai fait et l'exposer à la vue de tout le monde pour discuter, voir jusqu'où on a pu aller, comment on se retrouve coincé et si parfois on commet des erreurs et qui sont bonnes à corriger pour tout le monde. Alors, le premier cas clinique, ça ne marche pas, à présenter, c'est une histoire typique. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée en janvier 2018, elle a 26 ans et elle vient d'une autre région où elle était suivie pour une maladie épileptique non documentée. Elle vient souvent, comme vous avez sûrement rencontré, documents main vide. Donc, on a reconstitué son histoire. C'est une épilepsie qui a commencé vers 11 ans, avec une épilepsie au départ essentiellement nocturne, avec des crises hémicorporelles gauche qui généralisaient parfois, s'associaient à un trouble du langage ampère et post-critique et une céphalée. Le compagnon, en 2018, raconte des accès avec une partie d'allure hypermotrice du côté gauche et parfois des crises focales motrices sans rupture de contact de la main gauche en période diurne. Elle avait reçu plusieurs traitements, dont le lévétiracétam qui était inefficace, de la lamotrigine, mais on n'a pas réussi à certifier qu'elle l'avait prise, et du valproate de sodium. Et elle, au moment où je la vois, elle faisait plusieurs crises par mois ou par semaine. On avait beaucoup de mal. Je ne vous cache pas que cette jeune femme n'était pas très futée, si je dois dire le mot. Sur les bilans, on avait un foyer frontal gauche avec un aspect de crise électrique par moment, mais sans signe clinique,
L'IRM, elle n'avait jamais été faite récemment, donc avec les IRM à Auchan, et donc je lui propose un ZEPAM et donc les carbazépine en espérant une bonne adhésion. Je lui parle d'une IRM morphologique et d'emblée, je lui dis si ça ne marche pas, il faudra qu'on aille un peu plus loin et prévoir un bilan pré-chirurgical. Et j'ai demandé à son compagnon de la filmer. Je pensais avoir bien fait. Le problème, c'est que je ne l'ai pas revue pendant 2 ans. Et là, elle revient me voir avec un autre compagnon. Et là, elle me fait la même description. Elle prenait son Zebinix, elle avait un meilleur contrôle des crises, mais ça restait insuffisant. L'IRM était toujours non faite. Je refais la même proposition et je tente une association avec un autre traitement qu'elle n'avait pas reçu, donc du zonisamide. Et j'avais vérifié avec elle, pas de projet de grossesse en cours. Je me suis permis cette association. On la revoit 2 ans plus tard, donc récemment, toujours sous zonisamide, mais à toute petite dose, 100 mg le soir, inefficace. Les carbazépine étaient inchangés et elle faisait au minimum 3 crises par mois. Je refais les mêmes propositions. On espère cette fois-ci être entendu. Et là, 2 mois plus tard, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je voudrais que mes collègues me donnent leur opinion. Claire, peut-être, pour commencer. Ben, on est bien embêté par cette patiente qui a un suivi fort irrégulier. Je pense qu'il n'y a pas de solution idéale. Étant donné que tu as l'air de dire que le zonisamide n'avait rien apporté et qu'en plus il est à petite dose, je pense que je commencerai par l'arrêter. Parce que là, quand même, il ne fait pas partie des médicaments qu'on adore pendant la grossesse, avec des risques de retard de croissance notamment. Et voilà, donc je l'arrêterai assez rapidement en faisant une décroissance rapide. Et je pense aussi que j'aurais tendance à fragmenter le Zebinix en repassant au trileptal pour pouvoir le fragmenter en 2 prises. Alors certes, elle fait des crises que la nuit, mais bon, voilà, on a tendance un peu à fragmenter. Et ça dépendrait après à quel point j'ai l'impression qu'elle généralise ou pas. J'ai pas très bien compris dans le dossier si elle généralisait souvent ou si c'était des crises seulement focales. Voilà, si jamais on ne s'en sort pas, je rajouterai probablement dans un deuxième temps un autre médicament. Alors, comme le Keppra a été inefficace, c'est compliqué d'imaginer remettre le Keppra en sachant qu'il n'avait pas été efficace. Le Lamital, j'ai compris que c'était un peu incertain. Alors, je pense qu'il y a l'Urbanil qui nous reste. Voilà, c'est les 2 discussions, mais alors vu que Sophie vient de nous dire qu'il ne fallait pas trop associer trileptal et lamital, voilà, mais voilà, je pense que je baisserai le zonigram rapidement, je refragmenterai le médicament et si on ne s'en sort pas, je rajouterai l'Urbanil. Mais je suis à l'écoute de ce que mes collègues peuvent dire aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir ce que j'ai fait après ce que tu as dit. Donc, j'ai arrêté le zonisamide. J'ai fait comme toi. J'ai fait de l'Urbanil. Par contre, j'ai pas changé l'eslicarbazépine en disant que le risque est modéré. J'ai pas pensé effectivement à le fréquenter. On pourrait peut-être le donner en 2 fois peut-être. Et j'ai demandé rapidement un contact avec l'obstétricien pour une grossesse à risque. C'est autant qu'elle était déjà enceinte de presque 1 mois et demi, 2 mois, je crois, quand elle m'a vu. Je rajouterai aussi quand même un peu de folate. J'oublie, mais je le rajouterai. Alors, je me suis fait une note. Est-ce que je peux mieux faire et comment? Laurent, tu peux nous aider? Est-ce que tu peux corriger ce que tu veux? Ou alors, tu veux me donner une note? Tu as le droit, hein, c'est pas. Non, je me garderais bien de donner une note, d'autant que, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été fait. Je pense qu'il faut effectivement, comme toujours, un petit peu dans ces situations-là, qui sont des situations qu'on n'aime pas du tout, dont on a l'impression d'éviter, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien préparé, on n'a pas suivi, et puis tout d'un coup, il nous tombe dessus une annonce qui est très désagréable. Et il faut gérer. Et dans ces situations-là, où on va conduire des modifications thérapeutiques rapides, le recours le plus simple, parce que la lamotrigine va poser des problèmes aussi de titration, on va du temps à monter, enfin, on va clairement pas être dans les temps nécessaires. Le recours au
benzo est quasiment inévitable, hein. Il y a autre chose aussi, peut-être qu'il faut discuter avec la patiente, c'est quels sont les objectifs du traitement pendant cette période. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs thérapeutiques pendant une grossesse qu'en dehors d'une grossesse. Et ça fait partie un petit peu des choses qu'il faut discuter, y compris avant la grossesse. C'est-à-dire que, par exemple, alors là, en l'occurrence, on sait qu'il y aura des crises, mais on voit aussi qu'il y a différents types de crises. Certains types de crises vont être nécessairement tolérés. Alors, probablement qu'elle les tolère déjà de base, hein, si j'ai bien compris, hein. Mais des crises qui vont être limitées, assez focales, avec des mouvements de la main gauche, on va dire, OK, on fait avec. On va surtout essayer d'éviter les crises les plus dangereuses, qui sont les généralisations secondaires ou les crises prolongées. Et c'est celles-là qui vont être la cible du traitement. Et dans le cas d'autres situations, qui sont par exemple les épilepsies généralisées idiopathiques, avec des absences, des crises tonico-cloniques généralisées, eh ben, on peut être amené à prévoir, même de tolérer des absences, en disant, OK, on va pas forcément viser l'objectif zéro crise, parce que ça serait au prix en fait d'une charge thérapeutique qui ne va pas être appropriée. Donc, il faut comme ça adapter. Pas seulement, moi je fais toujours un petit peu la partition en disant, voilà, OK, on a les épilepsies qui sont bien équilibrées sous des traitements appropriés. Situation idéale, on est tranquille, vogue le navire. Des situations qui sont bien équilibrées sous des traitements qui ne sont pas appropriés. Alors là, on a des problèmes, il faut qu'on évolue vers un traitement approprié. Et puis, on a des situations où l'épilepsie, au départ, n'est pas équilibrée, sous traitement approprié ou non approprié, mais on sait en fait qu'on aura des crises. Et dans ce cas, il faut envisager de revoir un petit peu les objectifs thérapeutiques, parce qu'encore une fois, je pense que ce n'est pas strictement les mêmes que ceux qu'on a en dehors de la grossesse. Donc, la grossesse peut amener alors si on anticipe parfois à revoir la question d'indication du traitement, hein, parfois c'est l'occasion aussi d'envisager un sevrage. Quelqu'un n'a pas fait de crise depuis très longtemps, projette une grossesse. Est-ce qu'aujourd'hui, le traitement est encore approprié? Peut-être que c'est l'occasion de se dire qu'on va arrêter le traitement. Donc, c'est souvent un petit peu l'occasion de se reposer des questions au niveau de qu'est-ce qu'on peut tolérer comme niveau de crise, qu'est-ce qu'on peut tolérer comme type de crise, et comment est-ce qu'on peut gérer le traitement au mieux, c'est-à-dire vers les plus petites doses, comme vous l'avez très bien dit, et le moins de médicaments possible. Moins de médicaments, de petites doses et des médicaments bien choisis. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose qui est intéressant aussi dans ton cas, Ziad, c'est un raisonnement par extrapolation. C'est-à-dire, Claire et toi, vous laissez en fait l'eslicarbazépine parce qu'on sait que c'est très proche de l'oxcarbazépine. Parce que finalement, on n'a pas de renseignements sur ce que donne l'esli pendant la grossesse, mais on sait qu'à 90%, c'est le même métabolite que l'oxcarbazépine, c'est-à-dire le trileptal. Du coup, et moi j'aurais fait pareil, hein, c'est-à-dire on se dit on va laisser l'eslicarbazépine parce que c'est quand même assez proche de l'oxcarbazépine, et avec l'oxcarbazépine, on a des données rassurantes et on commence un petit peu à raisonner comme ça avec le lévétiracétam et le brivaracétam. On se dit ces deux médicaments très proches, le lévétiracétam, on a des données rassurantes, on extrapole au brivaracétam qui est très proche en termes de molécules. Très bien. Et donc là, pour l'allaitement qui m'a été demandé, en fait, je te redemande à lui pour savoir s'il a tout écouté de ce qu'a dit Sophie. Je ne pensais pas qu'elle allait l'aborder autant, donc ça tombe bien. Mais c'est vrai qu'elle demandait l'allaitement. Eh bien, oui, pour l'allaitement, déjà, j'aurais demandé évidemment à la patiente quel était son souhait. Après, si on raisonne du coup par molécule, s'il y a une bithérapie avec l'eslicarbazépine, donc j'aurais pareil réfléchi par analogie avec l'oxcarbazépine. C'est vrai que, bon, allaitement, l'oxcarbazépine, comme Sophie l'a dit précédemment, il y a de toute façon une quantité qui est ingérée de la dose maternelle par le bébé, plus une augmentation de la demi-vie avec la réduction de la dégradation hépatique. Donc là, je ne savais pas les doses qu'elle avait, mais je pense que voilà, j'aurais quand même fait attention avec l'allaitement et l'eslicarbazépine sur ces données-là, d'autant plus qu'elle a donc en plus une bithérapie avec du clobazam, qui pareil est une petite partie qui est ingérée par le bébé. Donc j'aurais fait attention sur cette association qui va forcément passer dans le lait maternel, et en plus pour l'oxcarbazépine avoir une réduction en termes de dégradation hépatique et donc une augmentation significative de la demi-vie. Donc j'aurais plutôt déconseillé d'un point de vue médical. Après, si la maman était effectivement
très désireuse d'allaiter, du coup, là, je lui aurais proposé déjà de diminuer en fait les doses. Si elles avaient été notamment augmentées pendant la grossesse, d'acclérance, j'aurais déjà essayé de rediminuer les doses à ce qu'elle avait avant la grossesse, à diminuer la dose minimale efficace pour limiter effectivement ce qui allait passer dans le lait maternel, et après à prévoir un suivi accru du bébé, notamment sur le risque de somnolence avec les troubles de succion, de surveiller la courbe de poids pour être sûr qu'il n'y ait pas une cassure si le bébé a du mal à s'alimenter, et voilà, de faire un suivi vraiment rapproché pédiatrique si vraiment la maman était en faveur d'un allaitement. Après, je ne sais pas si vous auriez proposé un allaitement plus facilement que moi. Alors moi, j'ai une question à vous poser, une question pratique, parce que tout ce que tu viens de dire, lui, je suis d'accord, mais en pratique, est-ce qu'on va déconseiller complètement, dire c'est pas bien de… Est-ce qu'on va proposer, par exemple, une alternance allaitement artificiel, allaitement maternel pour garder les deux? Est-ce qu'on va dire il faut, parce qu'on va avoir une dispute, et je pense que tout le monde l'a rencontré avec les pédiatres qui sont souvent très opposés, alors que nous, on l'est peut-être parfois moins. Donc, comment vous géreriez cette hypothèse? Surtout qu'on est avant, qu'elle demande à l'avance la question, qu'est-ce que je vais faire? Je veux allaiter, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce qu'on est plus affirmatif au sens où, non, madame, vous ne pouvez pas, on a des données biologiques qui sont contraires et il faut envisager d'emblée une autre solution, ou bien est-ce qu'on peut ouvrir une solution mixte? Est-ce que quelque chose d'intermédiaire est plausible? Est-ce quelque chose qu'on pourrait proposer? Je peux Oui, répondre. personnellement, exposer les deux possibilités. Vas-y, Laurent. Excuse-moi. Non, moi je disais, en fait, je trouve que la discussion, elle n'est pas très différente de celle qu'on a sur toutes les prescriptions, hein. Elle s'évalue en termes de balance bénéfices-inconvénients. Il y a des bénéfices qui sont réels, qui sont bien démontrés sur l'allaitement maternel. Ils existent. L'un des bénéfices, c'est que si une personne le souhaite, c'est bien qu'elle le fasse, hein, ça fait partie des bénéfices. Mais il y a des bénéfices aussi pour l'enfant. Il y a des bénéfices à plein d'égards. En face, on a des inconvénients qui sont réels aussi, qu'on ne peut pas nier, hein, qu'il faut exposer tel que, hein, y compris avec la motrigine, même à dose modérée, hein. Donc, il faut faire cette balance bénéfice-inconvénient, en discuter avec la patiente. Et souvent, au terme de la discussion, on arrive à une décision, hein. Je ne pense pas qu'il faille avoir de décision prédéterminée, quoi. C'est une décision qui se construit avec la patiente et son conjoint pour qu'elle soit commune, mais basée sur cette évaluation de la balance bénéfice-inconvénient. Après, il y a je peux peut-être juste intervenir sur une question. Pardon, sur une question dans le chat puisqu'on est sur l'allaitement, est-ce qu'il y a un bénéfice pour limiter le syndrome de sevrage du nouveau-né? Le docteur Bassol, une de nos collègues, qui nous pose cette question, ou ça n'a pas d'intérêt? En fait, le sevrage pour les antipyrétiques, il a été démontré uniquement avec deux molécules, avec le phénobarbital. Donc là, on n'a plus beaucoup de grossesse quand même sous gardénal, et avec les benzos. Mais globalement, de toute façon, le problème des benzos, c'est que peut-être que quand même, il y aura un petit syndrome de sevrage qui pourrait intervenir à l'arrêt de l'allaitement. Et là où je suis quand même d'accord, donc pour tous les autres médicaments antiépileptiques, il n'y a pas de syndrome de sevrage. On n'a pas besoin d'allaiter pour éviter ça. Mais je dirais que moi, pour les benzos, je pense que, c'est pas une raison, c'est pas ce qui va être une indication à l'allaitement, éviter le syndrome de sevrage. Moi, je dirais que globalement, un allaitement mixte, c'est pas facile, hein, parce que globalement, donc il faut tirer son lait, le jeter. Quand la femme allaite, on lui recommande de ne pas allaiter dans l'heure qui suit les prises de médicaments. Enfin, c'est pas, je dirais qu'en tant que femme qui a allaité, je dirais que c'est quand même pas non plus la panacée. Ça peut être proposé, hein, bien entendu, mais en vrai, un vrai allaitement mixte, voilà, c'est pas si évident, hein. Très bien, merci. Alors, je vais vous proposer une autre histoire qui se rapproche de ce qu'a raconté Laurent. Donc, c'est une jeune femme que j'ai connue depuis l'âge de 12 ans
et qui a aujourd'hui 32. Une épilepsie absence juvénile avec une photosensibilité. Elle faisait de l'autostimulation. Elle a rarement généralisé. Elle n'avait pas de myoclonie initialement. Elle avait été mise à 12 ans sous lamotrigine. Elle a été un PEC pendant 18 mois avec, au moment de l'adolescence, une reprise des absences et même quelques généralisations tonico-cloniques. Et j'avais attribué ça peut-être à des oublis au moment de l'adolescence. On a augmenté la lamotrigine, on lui a mis des ports de lunettes polarisantes et elle a été mieux, mais elle avait toujours des absences. C'était la période d'adolescence, rupture de suivi, elle quitte son domicile familial et je la revois 5 ans plus tard, fait quelques crises généralisées, mais par contre des absences très fréquentes et elle ne prenait plus de traitement. On lui a proposé un traitement par lévétiracétam, elle a pris, elle a eu une grande irritabilité, une intolérance, trouble de la concentration, mais par contre au niveau photosensibilité et crise généralisée, c'était nettement mieux et elle avait plus ces possibilités d'autostimulation. On décide de passer au dépakine, un valproate, qui est efficace à partir de 1500, mais avec une autostimulation qui était persistante et prise de poids, chute de cheveux et elle était limite à abandonner le traitement. Donc, je lui propose de passer à l'étoxumide qui marche très bien, mais la tolérance gustative, je ne vous apprends rien, était médiocre. On passe au pétinimide en ATU en 2018. Ça se passe remarquablement bien, elle est super efficace, elle est très contente, tout va bien au départ. En 2021, elle me demande d'être enceinte. Que faire et comment faire? Laurent. Alors, je trouve que Ziad, j'ai la même patiente, mais exactement, hein, c'est-à-dire une histoire aussi de photosensibilité avec autostimulation, une autostimulation extrêmement forte, c'est-à-dire que dès qu'elle sort, qu'il y a de la lumière, du soleil, les journées ensoleillées, elle finissait toujours aux urgences. Alors, évidemment, là, il faut que tu envisages un changement thérapeutique. Tu ne peux pas faire une grossesse sous étoxumide. Les données sont très clairement insuffisantes. On peut rien promettre. Et dans son histoire, en fait, en reprenant l'histoire, tu l'as dit toi-même, hein, tu doutes que les crises qui sont revenues alors qu'elle était bien sous lamotrigine sont liées à peut-être un passage de mauvaise observance, de suivi. Donc, je pense que c'est une situation qui n'est pas loin d'être favorable parce qu'on dispose d'un médicament qui est efficace et qui se trouve être celui qui est proposé en première ligne dans des projets de grossesse. Donc, moi, je ferai un retour à la lamotrigine. Et puis, alors, comme j'ai le cas de cette patiente en tête, on avait associé une benzo parce que, encore une fois, elle était très sévère. Donc, elle a fait sa grossesse qui est terminée très bien, avec la menée à terme sous lamotrigine et urbanil. D'autres propositions de mes collègues? Ça va. Ben, voilà ce que j'ai fait. On l'a passé à la lamotrigine, au lévétiracétam, et elle n'a pas du tout toléré. Et on est retourné à la lamotrigine, et ça a été efficace, mais on a dû monter les doses à 300 mg, ce qui est au-delà des 200 habituels qu'on aurait aimé. Et par contre, je ne sais pas si elle est enceinte, parce qu'elle a changé de mec, a quitté la région, et je ne sais pas si c'est un effet secondaire du traitement. Troisième personne que je vous présente, c'est une serveuse de 31 ans qui présente une épilepsie focale pharmacorésistante évaluée depuis l'enfance. Elle est non opérable, elle a eu une exploration en SEEG sur une lésion étendue, parieto occipitale droite, elle est probablement une dinette. Le traitement, après moult essais, vous imaginez, le traitement efficace actuellement, c'est une association entre du carbamazépine, zonisamide, lacosamide et pérampanel, et une interruption quasi totale des crises. Elle avait refusé la stimulation du nerf vague. Dans les antécédents, on a une lamotrigine, le lévétiracétam a été responsable de cauchemars et elle avait été conseillée par son neurologue antérieur d'adopter et de ne pas faire de grossesse, mais elle ne veut pas en entendre parler et elle veut absolument être enceinte. Donc, Claire, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux lui proposer? Oui, c'est déjà un peu plus simple que tout à l'heure. Elle n'est pas déjà enceinte. Donc, on est content qu'elle veuille programmer les choses.
Je dirais ce que disait Laurent tout à l'heure, que je voudrais revoir un peu le type de crise qu'elle faisait, mais si c'était que des crises focales et pas de généralisation, peut-être qu'on peut accepter que les crises focales reviennent. Voilà, donc je pense que voilà, je commencerai par lui expliquer ça. Ça va devenir compliqué si elle refuse cette idée, mais bon, je pense qu'on peut la convaincre. Mais c'est vrai que ça veut dire probablement lui dire d'arrêter de conduire, etc. Donc ça peut quand même rendre les gens un peu grognons de leur dire ça. Et après, il va falloir faire un peu de ménage dans ce traitement. J'essaierai au maximum de repasser en monothérapie. Je pense que c'est assez illusoire, mais bithérapie. Et puis, si on n'a pas le choix, trithérapie, mais quadrithérapie me semble quand même vraiment énorme. Donc, alors, je pense quand même que genre, si je me rappelle bien, elle a eu que des cauchemars, c'est ça, avec le Keppra. On peut peut-être le réessayer quand même. Et je vois qu'elle n'a jamais essayé le Lamital, ou elle l'avait déjà essayé, on ne sait pas. Je ne sais pas trop. Dans mon souvenir, je crois qu'elle l'avait pas eu, ou elle l'a eu, mais pas une dose efficace. Elle était petite au départ. Tu te rappelles, elle a commencé dans l'enfance. Ouais. Bon, du coup, j'essaierai un de ces deux-là en remplaçant, alors si on part sur l'Amictal, si on a un peu le temps, on peut essayer de supprimer la lacosamide et de le remplacer par le Vimpat, et on essaye en même temps de supprimer le zonisamide dans la foulée, en espérant que ça décompense pas trop. Et puis, dans un deuxième temps, mettre du Keppra en remplacement du pérampanel et de la carbamazépine. Bon, il est probable qu'on n'y arrive pas et qu'on soit amené à mettre du trileptal à un moment ou à un autre, parce que souvent, c'est quand même ce qui marche le mieux. Du coup, j'essaierai peut-être de mettre, au vu de ce que Sophie nous a dit encore une fois, de mettre plutôt l'association trileptal-Keppra si je reste en bithérapie. Et puis, si malheureusement, de toute manière, elle enchaîne les crises ou qu'elle régénéralise beaucoup, etc., peut-être qu'il faudra même repasser à la trithérapie, trileptal, lamital, Keppra. Mais en tout cas, je ne laisserai pas une grossesse se faire sous Ficompa, Vimpat, Zonegran et carbamazépine comme ça. Ça, c'est sûr que non. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé à une association, la motrigine. Alors, moi, je suis resté à l'eslicarbazépine et du lévétiracétam, plus ou moins d'urbanis si elle avait des généralisations. J'ai pas su faire mieux. J'ai écrit au CRAT, donc au centre de référence des agents tératogènes, pour confirmation que c'était une autre proposition qui était faite. Et j'ai informé la patiente de ça. Pour l'instant, c'est trop frais pour avoir de nouvelles informations. Mais voilà, toi, tu parlais du trileptal. Bon, je reviens, les slicarbazépine, c'est toujours... Pour moi, c'était avec l'idée de la simplicité d'utilisation pour diminuer le risque d'oubli. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est ce que j'aurais fait. Donc ça rapproche pas mal de ce que tu as proposé. Donc je suis rassuré. Je ne sais pas si ça va bien marcher. Les crises, elle faisait toujours des crises partielles où elle avait malheureusement des ruptures de contact. Donc la rupture de contact dans ces crises focales, c'était un problème. Je me rappelle que voilà, donc c'était la grande difficulté. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour d'autres choses ou est-ce qu'on a des questions à répondre. Sinon, on a encore des cas cliniques. On a encore un petit peu de temps et si vous voulez juste une petite question de notre collègue Floriane Bouquet qui demande qu'il avait la notion que l'amictal était limité à 325 mg pendant la grossesse. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, en fait, il y a les données en fait, du registre américain montrent en fait qu'au-delà de 300 mg de lamotrigine, il y a un petit risque tératogène. Donc, ce n'est pas limité à 300 mg sur toute la grossesse, mais sur, on va dire, les 4 premiers mois, c'est-à-dire sur le développement et le risque malformatif. Et puis après, on peut monter les doses. Mais idéalement, c'est bien de démarrer une grossesse avec un maximum de 300 mg de l'amictal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce seuil de 300 mg, il n'a pas été non plus retrouvé dans tous les registres de grossesse. Mais comme ça existe, comme ça a été publié, c'est vrai que si on peut, on préfère démarrer une grossesse à 300 mg et tenir 4 mois à 300 mg et puis augmenter après si besoin.
Et puis, des fois, on n'y arrive pas et on le lance à 400, hein, c'est pas non plus. Mais voilà, le risque tératogène, il est très faible au-delà de 300, mais il est un petit peu accru. On a d'autres questions ou on fait un dernier cas clinique? On répond au fur et à mesure, donc c'est parfait. Donc, on peut faire un autre cas clinique. On a encore quelques minutes. On a commencé un tout petit peu en retard. On peut faire encore un cas clinique. Comme vous voulez, c'est pas. Donc, Oui, non, c'est passionnant. Donc ça, c'est un suivi pédiatrique. Donc là, c'est ce qu'on a. On est en neurologue d'adulte. Elle a 21 ans. Elle est envoyée par mes collègues neuropédiatres de la TIMOD pour un suivi. Elle a une épilepsie temporo-mésiale gauche avec un tableau de rupture de contact, automatisme pharyngé, manuel, pas d'aura qui est décrite par la patiente. Ça a débuté quand elle était en primaire. Elle a découvert des crises, par contre, ont été tardives avant l'identification. Ça a mis du temps à l'adolescence et l'IRM était normal. Donc, et elle a eu un traitement par la motrigine qui a été efficace partiellement, mais insuffisant. Elle a eu un rajout de carbamazépine, mais elle persiste des crises encore récurrentes. Elle est étudiante actuellement. Elle passe un master. Elle oublie parfois son traitement. On avait discuter à cause des problèmes d'oubli ensemble de faire une proposition d'essayer une thérapie qui se prendrait en une prise. Donc, on a essayé du pérampamel et de la motrigine en une prise. Sous cette association, elle fait aucune crise. Elle est remarquablement bien, elle supporte très bien, pas d'oubli, elle est très contente. Elle a passé son permis de conduire comme ça, donc au bout d'un an sans crise, et elle continue ses études, ça se passe très bien. Et là, la question, c'est quand je lui parle de changement de traitement en vue de sa grossesse, quand faire le changement et quel changement? Et j'ouvre la discussion à tout le monde qui veut commencer. C'était là ce que tu disais, Laurent, je pense, et que tu peux reprendre la main, c'est accepter les crises, mais on voit bien les conséquences. C'est une jeune femme qui a son permis de conduire, refaire des crises, qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'accepte? Oui, tout à fait d'accord avec toi. En même temps, à chaque jour suffit sa peine. On peut lui dire que, OK, le jour où ça s'ouvrira, évidemment, il ne faudra pas faire la grossesse sous le traitement actuel, mais peut-être que son épilepsie, son cerveau, etc., tout ça, le monde, la vie en général aura changé et que les conditions actuelles ne seront pas les mêmes et qu'on n'est même pas sûr qu'elle soit dans la même situation qu'aujourd'hui. Et que donc peut-être que les crises vont revenir. Il faudra voir qu'est-ce que c'est comme type de crise. Disons, si on vise une monothérapie en lamotrigine, par exemple, hein, il est possible que les crises reviennent, mais il est possible aussi qu'elles ne reviennent pas parce qu'elle n'en a plus fait depuis des années et que, encore une fois, nous-mêmes, nous serons différents dans 10 ans, hein, Ziad. Très bien. OK. Mais tu lui en parlerais immédiatement de ça? Tu lui en parles tout de suite? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut aborder la question le plus tôt possible. Et nos collègues pédiatres auraient même pu lui en parler avant. Hein. Les collègues pédiatres n'en parlent pas. Ouais, je suis d'accord avec Laurent, il faut l'aborder vite et le redire à chaque consultation. Redire à chaque consultation quand vous commencerez à réfléchir à une grossesse. Voilà. Après, moi, je suis totalement d'accord que si elle va bien et qu'il n'y a pas de raison d'aller lui enlever son traitement. La seule chose où parfois je mets un bémol, c'est quand il y a du valproate de sodium ou du topiramate, là maintenant. Moi, j'aime bien m'y prendre très longtemps à l'avance parce que ça peut être une telle galère d'enlever du valproate, notamment dans une épidémie chronique juvénile ou des choses comme ça. Et ça va prendre tellement de temps finalement à les rééquilibrer, si on arrive un jour à les équilibrer, que des fois, c'est pas mal. Mais sinon, je suis quand même d'accord. Et puis, un autre aspect, c'est que peut-être quand elle voudra être enceinte, on aura des données sur le pérampanel. Et peut-être que ces données seront rassurantes. C'est ce que j'ai dit pendant 10 ans avec le zonisamide. On n'en a toujours pas. Hein. Mais bon, voilà. On va peut-être avoir sur le un jour aussi, peut-être. Oui, c'est très bien. OK. Des questions peut-être, Céline ou... Oui, on en a encore une de Audrey Koff qui pose la question que proposer à une femme enceinte de 2 mois sous Zonegran 100 mg, épilepsie de type EMJ stable, effet paradoxal ou intolérant sous l'amygdale et Keppra, des péptines initialement efficaces, interrompues en raison du jeune âge. C'est un cas clinique en live.
100 Alors moi, milligrammes. si je me permets, Ouais. moi j'ai déjà eu des cas qui ressemblent à ça et j'ai fait l'idiot. En fait, non, j'ai fait le modeste, j'ai regardé le centre de référence des agents tératogènes. Alors, je pense que c'est moi je donnerais un conseil à tous nos collègues. N'hésitez pas à aller regarder quand vous avez un doute. C'est quand même assez clair, on peut mettre les molécules. Sur le zonisamide, par exemple, ils disent qu'il n'y a pas de données suffisantes, c'est contre-indiqué dans la grossesse, mais si la grossesse est déjà en cours, les données sont plutôt rassurantes et faites partie des choses. Donc si, moi personnellement, si elle est déjà enceinte de 2 mois et qu'elle est à 100 mg, je ne paniquerai pas parce que le risque malformatif, ben, il est déjà tard, j'allais dire quasiment pour changer, et elle a une petite dose, mais bon, c'est mon opinion. Après, Eh ben, c'est parfait. J'en profite pour faire un petit coucou à mon amie Audrey. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on a vraiment tenu les objectifs. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si Sophie, tu veux nous faire une petite conclusion. On était près de 200 participants en live. Donc, c'est très beau webinaire. Moi, je voulais d'abord remercier bien sûr les participants. J'espère que ça a répondu à votre attente. Remercier tous les orateurs, remercier Ziad, remercier Claire, remercier Louis et Laurent. Remercier aussi pour la logistique impeccable Marilyn et pour l'organisation encore plus impeccable Céline. Et puis vous dire aussi, donc, n'hésitez pas aussi, hein, si vous aviez des questions, à nous contacter. Mais comme vous l'avez vu, hein, il y a les recommandations, il y a la vraie vie. Et puis, on essaye de faire comme on peut. Et on en reviendra un petit peu à ce que disait Laurent, c'est-à-dire le mot de la fin. Tout ça est toujours une question de rapport bénéfice-risque. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Et j'en profite juste pour vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu, je crois bien, le 22 mars. Donc, vous pouvez déjà noter dans vos calendriers, mais bien sûr, on vous transmettra la date. Le thème sera les flux phalés, coordonné par Gabriel de Michola. On a hâte déjà d'avoir ce webinaire. Donc, à très bientôt et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.